J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro quand l'avion se pose sur la piste. Monsieur Roux de Bézieux, cher public, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat des Mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars, du collectif en conseil augmenté WIV, de la compagnie de Falsbourg, constructeur, développeur et promoteur immobilier, et en partenariat avec le journal La Tribune. Salauds de patrons, pourquoi les Français n'aiment plus leur chef d'entreprise? Non, ce n'est pas le titre du prochain documentaire Choc de François Ruffin, mais bien celui d'un best-seller. Son auteur, Geoffroy Roux de Bézieux, que l'on connaît désormais comme le nouveau président du MEDEF. Comment ? Une taupe insoumise se serait frayé un chemin jusqu'à la tête du MEDEF? Mais peut-être, monsieur Roux de Bézieux, n'êtes-vous ni une taupe, ni un insoumis. Essayons d'y voir un peu plus clair. En juillet 2018, lorsque vous êtes élu président du MEDEF, vos intentions sont claires. Vous voulez transformer l'institution pour aider à transformer le pays. D'emblée, vous vous situez dans la rupture et la modernité. Esprit pionnier jusqu'au bout, puisque vous affirmez, à peine quelques mois après votre élection dans un tweet, « Un président du MEDEF, ça doit savoir participer à une manifestation ». Mais qu'on ne s'y trompe pas. Les manifestations en question ne sont nullement celles contre la loi travail, mais ont plutôt lieu devant le cabinet du Premier ministre anglais pour protester contre le Brexit. Toujours est-il que toute grande révolution se met en marche par de petits pas, par de petits tweets aussi. Rien dans le début de votre parcours n'aurait pu laisser penser que vos idées seraient si novatrices une fois devenus patrons des patrons. Peut-être votre bref passage chez les commandos de marine à Djibouti et au Liban, après votre sortie de l'ESSEC, vous a-t-il appris à conserver une certaine discrétion dans l'action? Mais discret, vous ne le restez pas longtemps, puisque à votre retour, vous entamez une brillante carrière chez L'Oréal, où vous devenez directeur marketing du Royaume-Uni, avant de vous faire envoyer créer la filiale polonaise en 1993. Chute du mur oblige, le capitalisme part à la conquête de l'Est. Est-ce ce court séjour sur l'ancien sol soviétique qui vous inspire lors de l'écriture de votre livre? Toujours est-il qu'à votre retour, la fièvre entrepreneuriale s'empare de vous. Vous fondez en 1996 le premier réseau de téléphonie indépendant, The Phone House, que vous revendrez à 50 millions, puis vous prenez la tête de Virgin Mobile, dont la revente vous rapportera près de 325 millions. Vous multipliez les expériences et les acquisitions d'entreprises. Vous vous décrirez plus tard comme un serial entrepreneur. Rien ne semble plus pouvoir vous arrêter et la liste est longue. Pêle-mêle, vous avez racheté Amsterdam Air, société de vente en ligne de vélos, Chronocarp, entreprise spécialisée dans la vente en ligne d'articles pour pêche à la carpe, Swimboat, entreprise qui a mis au point un bonnet de bain connecté. Vos aventures entrepreneuriales nous révèlent deux choses. La première, c'est que vous êtes un passionné de sport et de tout type de sport, puisque de la pêche à la carpe jusqu'au rugby, vous n'oubliez personne. Mais la deuxième, et la plus importante peut-être, c'est que vous êtes à la technologique. Lorsque vous prenez la tête du MEDEF, vous faites d'ailleurs de cette transition un des thèmes phares de votre grand soir. Persévérant, vous cheminez vers votre but ultime, devenir patron des patrons. Car après tout, quel meilleur poste que celui-ci pour pouvoir insuffler vos idées révolutionnaires et redorer l'image des entrepreneurs. En homme d'action, vous ne pouviez pas rester à la simple dénonciation de ces gros matous du CAC 40, gavés de stock options et protégés par des parachutes dorés. Cependant, votre manifeste a dû vous attirer quelques inimitiés qui sont probablement la cause de votre défaite à la présidence du MEDEF en 2013. Impossible de rester sur ce premier échec. Votre ténacité vous pousse à candidater à nouveau en 2018 et vous voilà élu successeur de Pierre Gattaz. Vous êtes désormais aux commandes pour entamer la transformation du MEDEF et les salauds de patrons n'ont plus qu'à bien se tenir. Fidèle à la tradition de disruptivité inculquée à l'ESSEC, une de vos premières mesures à la tête du MEDEF est la transformation de l'université d'été en bootcamp. Vous vous attaquez ensuite avec ardeur à de multiples tâches. Il vous faut réunir un MEDEF qui connaît de fortes divisions internes, aborder le problème de la taxation des GAFA, favoriser la collaboration européenne et accompagner les mutations technologiques qui conduisent à la disparition de nombreux métiers. Mais surtout,
Vous souhaitez redorer l'image des vrais patrons, les petits entrepreneurs dans l'ombre des grands patrons. Le défi est de taille. Quelles sont vos propositions pour que les Français aiment à nouveau leur chef d'entreprise? Quelle que soit votre réponse, merci patron d'avoir accepté de revenir sur les bancs de l'ESSEC pour un soir. Mesdames et messieurs, les mardis de l'ESSEC vous souhaitent un excellent débat. Monsieur Roux de Bézieux, merci d'avoir accepté. Je peux rajouter quelque chose ou pas? Oui, bien sûr, justement. Avant vous de avez oublié une passer au chose débat, très vous pouvez importante, répondre. Manon, c'est ça? Et que une des premières décisions, ça a été effectivement de transformer un peu l'université d'été, mais j'ai pris une décision très importante. Ça avait lieu depuis que ça existe à HEC. Et donc la première décision que prend un ESSEC quand il est élu président du MEDEF, c'est de mettre fin à ce scandale absolu. Et donc l'année prochaine, ça n'aura pas lieu à HEC. Alors ça n'aura pas lieu à l'ESSEC non plus, hein. C'est tout ce que vous avez à dire sur la présentation de Marion? J'ai plein de choses à dire, mais je ne vais pas là. J'ai pas là. Très bien. Alors, notre débat sera donc décomposé en 3 parties. Une première partie sur le rôle du MEDEF auprès des entreprises, une seconde sur le rôle social que le MEDEF a peut-être à jouer. Et enfin, nous reviendrons sur votre parcours de serial entrepreneur et votre passé à l'ESSEC. Voilà. Monsieur Roux de Bézieux, on va commencer par une question très générale. Selon le sociologue Michel Offerlé, auteur de l'ouvrage Patrons en France, les patrons correspondent à la catégorie socio-professionnelle la plus étirée en France. On retrouve des patrons très diplômés, avec un potentiel économique, culturel, social, et des patrons peu ou pas diplômés, issus des classes populaires. Vous pouvez pas enlever cette photo, là, j'ai l'air d'un repris de justice. La régie peut-être. Il n'y a pas mieux que ça. J'ai vraiment l'air d'un condamné. Donc du coup, à mort. on retrouve des patrons... voilà, celle-là est beaucoup mieux. Allez-y. On est reparti. On retrouve donc des patrons issus de classes très différentes et on n'est pas en mesure aujourd'hui de définir ce qu'est un patron exactement. Certaines personnes vont dire qu'il s'agit d'employeurs. Or, une entreprise sur 3 aujourd'hui sont des auto-entreprises avec un seul employé. D'autres diront qu'il s'agit de personnes qui ont investi leur capital. Sauf qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chefs d'entreprise issus notamment des grandes écoles qui n'ont jamais investi leur capital. Est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui ce qu'est un patron et quelles sont les différentes catégories de patrons s'il y en a? Alors Michel Offerlé a tout à fait raison. Le mot patron, d'abord, c'est un mot qui est spécifique à la France. On ne peut pas traduire patron en anglais de la même manière. En anglais, il y a manager, il y a business owner, vous voyez, donc c'est traduit par plusieurs mots, ce qui montre bien d'ailleurs que le mot patron recouvre plusieurs réalités. Moi, je ne suis pas, contrairement à ce qu'a dit Manon, mais c'est l'expression journalistique, je ne suis pas le patron des patrons. Moi, je suis le porte-parole des entrepreneurs. Et le mot entrepreneur, qui est un mot français, même s'il a été adopté en anglais, ça traduit mieux, je crois, la différence de réalité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, à un moment, prend des risques. Alors, il y a plein de manières de prendre des risques. C'est vrai que quand on est patron salarié, on en prend moins que quand on est son propre patron. C'est, grosso modo, accepter une responsabilité plutôt que de subir les choses. Après, évidemment, les intérêts sont parfois divergents. Et moi, mon job, c'est au fond d'essayer de trouver une synthèse entre des tailles différentes, des secteurs différents et quelquefois des positions, même politiques, parfois différentes. Et justement, en interne, comment vous faites pour faire le consensus entre des petites entreprises qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts que les d'autres PME ou même des grosses entreprises? Alors en fait, comme vous dites, pas du tout les mêmes intérêts, c'est pas forcément vrai. C'est-à-dire, il y a 95% des intérêts qui sont communs, ne serait-ce que la fiscalité qui pénalise tout le monde. Donc l'essentiel, il y a un très bon tableau qui vous résume tout ça. L'essentiel des entreprises en France, c'est des petites entreprises, pas l'essentiel des effectifs, quand on raisonne en effectifs salariés. Et 95, quand je dis 95, 90% des intérêts sont les mêmes. Ce qui intéresse un entrepreneur, c'est de pouvoir développer son business, c'est de pouvoir créer de la richesse. Que vous ayez 5 salariés, que vous en ayez 5000, vous retrouvez les mêmes dialectiques. Alors de temps en temps, il y a des points de différence. Mais au fond, ce qu'on partage tous, et ce que vous allez partager, c'est l'extraordinaire disruption qui est en train de bouger, de bouleverser tous les secteurs. Parce que le tissu entrepreneurial français, c'est essentiellement des boîtes familiales. On connaissait les entreprises cotées, c'est peut-être celle dans laquelle vous allez bosser pour ceux qui sortiront de l'ESSEC bientôt, mais en réalité, 95% des employeurs en France, c'est du capital familial. Donc c'est des gens qui font la même chose que leurs parents
et que leurs grands-parents aient quelquefois plus de générations. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'ils se rendent compte que ce que leurs parents ont fait, la manière dont ils l'ont fait, ça ne marchera probablement pas de la même manière. Et tous les secteurs sont bouleversés. Sont bouleversés par la transition écologique, sont bouleversés par la transition numérique. Et donc, ça secoue tellement tout le monde, tous les secteurs, toute l'entreprise, que finalement, la question des différences entre les secteurs se pose beaucoup moins. Parce que le problème qu'ils ont à faire face, c'est le même. Que vous soyez commerçant d'un centre-ville ou que vous soyez Carrefour, Amazon pose le même problème. À une échelle moindre, évidemment, mais Amazon remet complètement en question ce que vous avez fait depuis 10, 15, 20 ou 30 ans. C'est un bon exemple parce que le problème de l'opposition entre les petits commerçants, entre guillemets, et la grande distribution, il date de 50 ans. Ça fait 50 ans qu'au MEDEF, il y a des oppositions, tout ça. Maintenant, ils ont presque un ennemi commun. Et l'ennemi commun, c'est nom de code Amazon, mais enfin un peu plus que nom de code. Mais quand même, vous avez parlé de la fiscalité, même en termes d'implantation locale, il y a forcément des intérêts divergents entre le boulanger du coin et une grande entreprise française. J'ai du mal à croire que les intérêts soient à 95% les mêmes. Mais quoi, par exemple? Je ne vais pas poser les questions à la place de l'intervieweur, mais vous savez... Par exemple, en termes de fiscalité. Ben non, la fiscalité est la même. Elle croît même, contrairement à ce qu'on dit, la fiscalité, elle croît avec la taille de l'entreprise. Il y a des effets de seuil, mais on paye en France beaucoup d'impôts. On est le pays de l'OCDE qui paye le plus d'impôts, ménage plus entreprise. Et en réalité, la baisse des impôts, c'est un objectif commun. C'est d'ailleurs un objectif commun aux ménages et aux entreprises, quelle qu'en soit la taille. Alors après, il peut y avoir une discussion sur quel impôt on paye en premier, est-ce qu'on baisse, d'ailleurs ce qui se passe en général. Je ne pensais pas à la baisse des impôts, je pensais à la répartition des impôts entre les grandes entreprises et justement alors les TPE, là, PME. Vous tombez dans le piège, un pied joint, le piège absolu des journalistes, contrairement à ce qui est écrit, et les calculs sont de l'INSEE. Ne croyez pas que les petites payent beaucoup d'impôts et les gros ne payent pas d'impôts. Ça, c'est malheureusement faux. J'ai pas du tout dit ça. Ouais. Non, on paye tous des impôts. La vraie rupture, elle est entre les GAFA, qui eux ont effectivement un modèle, enfin les GAFA, disons, l'ensemble des multinationales du net, qui eux ont un modèle très différent et qui effectivement optimisent, ils ne font pas de la fraude fiscale, ils optimisent la fiscalité parce qu'elle est conçue. Je ne vais pas être trop technique, mais la fiscalité des entreprises, peut-être que Bruno Le Maire, s'il est venu avant, vous expliquer ça, elle est basée sur, elle a été créée en 1945, grosso modo, elle est basée sur une économie matérielle. Donc on taxe quoi? On taxe le chiffre d'affaires, on taxe les profits, on taxe les entrepôts, on taxe les usines, on taxe ce qu'on voit. Le modèle numérique, c'est pas du tout ça. C'est en fait, vous avez un pays qui concentre les droits de propriété, qui facture les autres pays, et du coup, les bénéfices sont situés dans un pays, le chiffre d'affaires dans un autre. Et du coup, effectivement, il y a une optimisation fiscale et des intérêts qui sont très divergents. Le MEDEF rassemble 123 000 entreprises sur les 3 millions d'entreprises existantes en France. Et le sentiment qui existe auprès des petits patrons, c'est justement le désintérêt. Ils ont l'impression que le MEDEF sert uniquement les grosses entreprises. Alors, on se demande justement quelle est la stratégie du MEDEF par rapport à ses adhérents. Comment vous faites la différence? Il y a eu des slides. Ils sont bien faits, ces slides. En nombre d'entreprises, effectivement, c'est 123 000, mais la taille moyenne de l'entreprise du MEDEF, c'est 47 salariés. Alors, je ne sais pas si vous classez ça... On a vu 70 salariés de notre côté. Non, 70% des salariés. Donc, c'est 47 salariés par entreprise. Je ne sais pas si vous classez ça en grandes ou en petites entreprises. Nous, on représente 95% des entreprises de plus de 10 salariés. Alors c'est vrai, on n'est pas représentatif sur les artisans, les commerçants avec un seul magasin. Notre cœur de cible, c'est PME, grosse PME. La définition de la PME européenne, c'est 50 salariés. Donc voilà, notre cœur de cible, c'est 47 salariés. Donc le tissu français, effectivement, en nombre d'entreprises, il y a beaucoup de petites entreprises sans salariés. Mais si on raisonne en nombre de salariés, c'était sur le slide précédent, c'est 70% des salariés et des entreprises représentant salariés qui sont présentés. Donc, on essaye de représenter un peu le cœur du dispositif. On ne représente pas les auto-entrepreneurs, on ne représente pas le boulanger du coin, effectivement, mais on représente ceux qui créent de l'emploi. Et vous allez nous dire que plus il y a d'adhérents, mieux le MEDEF se porte. Mais justement, le fait qu'il y ait de plus en plus s'il y avait de plus en plus d'adhérents, ça créerait justement des courants contradictoires.
est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux d'avoir un MEDEF qui se focalise sur un échantillon plus réduit aux intérêts Non, je convergents? pense le contraire. Dans les autres pays, il y a un seul mouvement patronal. On a une histoire différente parce que, pour plein de raisons, donc il vaut mieux avoir un mouvement patronal qui représente l'ensemble des entreprises. C'est ce qui se fait dans la plupart des autres pays. C'est pas possible parce que voilà, parce qu'il y a des histoires, il y a des présidents, il y a des voilà. Mais c'est ça qu'il faut viser. Et justement, il y a eu un débat en interne récemment au MEDEF pour diviser les activités industrielles et de services, qui finalement n'a pas abouti. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait pas pertinent de réfléchir à une segmentation entre les grandes entreprises, qui sont défendues aujourd'hui, ou les PME, et une partie qui serait donc, associée aux TPE ou aux auto-entrepreneurs? Je ne crois pas. Hein. Je vois que vous avez une certaine ténacité dans vos questions, mais je vous en félicite. Mais je vous assure que le problème, c'est pas de savoir si on est industrie-service, si on a 40 salariés, 80 salariés ou 10 salariés. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on a devant nous. Devant nous, on a le mur numérique. Je dis le mur numérique, c'est qu'il y a des business qui vont disparaître, et beaucoup plus que ce qu'on croit. Alors, il y en a d'autres qui vont se créer, mais ce qui se crée en France et ce qui se crée dans les territoires, c'est un peu d'ailleurs le sentiment, même s'ils ne l'ont pas exprimé comme ça, des Gilets jaunes. Hein. La France des Gilets jaunes, c'est la France qui voit les emplois disparaître et partir ailleurs. On a le mur de la mondialisation. On voit bien que depuis 4-5 ans, le monde des bisounours, on croyait qu'on n'avait que des amis dans le monde et que plus on commerçait avec eux, plus ils allaient aller vers la démocratie, le libre-échange, etc. Il a volé en éclats. On a une Chine qui essaie d'acheter tout ce qu'elle peut trouver, des ports, des aéroports, des infrastructures partout, qui subventionne ces entreprises de manière massive dans une forme de guerre économique. Trump, qui de l'autre côté a lancé une guerre à la Chine. Donc le sujet, il est global, si vous voulez. Il est vraiment global et dire ah ben non, le plus important, c'est de savoir si on défend mieux l'industrie ou le service, c'est vraiment une querelle du XXe siècle. Elle est complètement derrière nous. Très bien. Avant de parler des Gilets jaunes, parce qu'on y reviendra, on aimerait vous parler de la position en fait, du MEDEF par rapport au gouvernement. On sait qu'aujourd'hui, le MEDEF est possiblement affaibli parce qu'il appartient aux corps intermédiaires qui ont été affaiblis récemment pour 3 raisons. La première, c'est la politique d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a dit pendant sa campagne que la place des syndicats était dans l'entreprise et pas au niveau national. La seconde raison, c'est la perte de vitesse depuis plusieurs années des confédérations, notamment par exemple la CGT qui a perdu 40 000 adhérents en 4 ans. Et la troisième raison, c'est une volonté visible, en France en tout cas, d'avoir une politique directe, donc d'avoir une relation directe entre le peuple, pour faire rapide, et la présidence de la République. Monsieur Roux de Bézieux, comment appréciez-vous la politique d'Emmanuel Macron par rapport aux corps intermédiaires? Et est-ce que vous pensez que votre position est affaiblie aujourd'hui par rapport, par exemple, au précédent quinquennat? Où est-ce que vous avez trouvé cette photo? Mais il n'était pas encore président, là, je pense, hein, sur la photo. Je sais pas, vous avez la même. Ouais. Écoutez, c'est vrai qu'Emmanuel Macron, depuis longtemps, hein, puisqu'il était dans la commission Attali où je participais aussi, a une vision de la démocratie qui est très démocratie directe. C'est ce qu'il a fait sur le grand débat, comme vous avez pu le voir, quand il va passer 5, 6, 7 heures à dialoguer directement avec des gens dans la salle, un peu comme je pourrais le faire ce soir tout à l'heure. Moi, je crois qu'il fait une erreur pour 2 raisons. D'abord, il trahit un peu l'institution, l'esprit de la Ve République. C'est un régime présidentiel, la Ve République, mais si vous relisez, je suis en train de lire la biographie de Giscard, donc 74-81, Giscard, il s'appuyait sur la représentation politique et la représentation syndicale. Et ce qui est vrai, c'est que... Attends, il faut que je regarde le dessin, parce que je ne peux pas faire... Ouais. Effectivement, c'est un peu ce qu'il croit, hein, si je prends le dessin. Effectivement, c'est un peu le président qui fait tout. Je pense que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pour 2 raisons. D'abord parce que, entre guillemets, il ne peut pas s'occuper de tout. Mais surtout parce qu'on est un pays complexe, on est un pays de 65 millions d'habitants et on a besoin de représentation. Représentation politique, alors, et représentation syndicale au sens syndicat de salariés, syndicats patronaux. Et tous les syndicats, si je parle pour eux, ont plein de défauts. Ils ont un défaut de représentativité, ils ont un défaut de modernisme. Bon, quand on regarde effectivement les propositions de Philippe Martinez à la CGT, on a l'impression que l'économie n'a pas bougé depuis 40 ans. Bon. Pour autant, ce serait une très bonne illustration, mais pour autant, s'ils se réforment, ils sont indispensables.
je ne vais pas faire le pédant, mais vous avez sûrement étudié Tocqueville. Tocqueville dit que la démocratie directe, c'est le meilleur chemin pour la dictature. Et donc, oui, il y a un sujet de court-circuitage des corps intermédiaires. Si vous invitez Laurent Berger de la CVT, il vous dira la même chose. Mais oui, les corps intermédiaires, dont le MEDEF, n'ont pas toujours joué leur rôle, ont été probablement très conservateurs dans la manière d'aborder les problèmes, se sont pas modernisés, n'ont pas changé à la vitesse où les entreprises et les salariés ont changé. En fait, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'une entreprise, elle change à toute vitesse. Et pourquoi elle change à toute vitesse? Parce que ses clients l'obligent à changer. Parce qu'à un moment, si vous ne changez pas, ben vos clients ne passent plus la porte du magasin, ne passent plus de commandes, et vous n'avez plus de chiffre d'affaires et vous tombez en faillite. Donc les entreprises en 20-30 ans en France, mais dans le monde, elles se sont transformées. Les représentants des entreprises et des salariés, ils n'ont pas ce phénomène-là. Ils n'ont pas des clients qui poussent la porte tous les matins. Et donc ils sont très en retard de la main dans le mode de changement. C'est une des choses que je vais faire au MEDEF, c'est au fond remettre l'organisation qui représente les entrepreneurs en phase avec les entrepreneurs. Et justement, là, on parle de la position initiale d'Emmanuel Macron au début de son mandat. Est-ce que vous pensez qu'il y a un rétropédalage? Est-ce que vous pensez qu'il y a une prise de conscience sur ce sujet ou c'est plus de la com qu'autre chose? À votre avis? Je me pose la question. Écoutez, je pense que c'est une conviction profonde du président de la République et que le grand débat a montré qu'il était plutôt en train d'essayer d'écouter les Français en direct que les corps intermédiaires. Pourtant, avant de prendre... d'annoncer les mesures pour mettre fin à la crise des Gilets jaunes, il a organisé, le gouvernement, une grande réunion à l'Élysée avec 47 intervenants, 12 ministres, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, celui du Sénat, ainsi que tous les corps intermédiaires, et dont vous, monsieur Roux de Bézieux. Est-ce que vous semblez avoir été écouté ce jour-là? C'était le 10 décembre 2018. Vous avez déjà vu une réunion à 47 personnes qui sert à quelque chose? C'était la question sous-jacente. Alors concrètement, qu'est-ce que vous avez apporté ce jour-là? Non, de toute façon, ça ne se passe pas dans des réunions à 47 personnes. Ça, c'est un peu pour la télé. Alors, je ne voudrais pas être trop négatif. On est écouté. On a fait là, des propositions de sortie du grand débat qui ont plutôt été, je pourrais en dire un mot tout à l'heure, assez bien perçues. Mais c'est vrai que c'est un gouvernement qui a une volonté d'aller directement au peuple. Et je pense fondamentalement que dans un pays comme la France, c'est possible à Singapour, c'est peut-être possible dans des démocraties plus restreintes. Mais d'ailleurs, les Gilets jaunes, d'une certaine manière, l'ont exprimé. Vous regardez bien le cahier de doléances des Gilets jaunes, c'est tout et son contraire. C'est moins d'impôts, mais pour les autres. Moins d'impôts pour moi, plus d'impôts pour les autres. C'est plus de services publics, mais moins de dépenses publiques. Donc, à un moment, le rôle des corps intermédiaires, encore une fois, de la représentation nationale, des députés, des sénateurs, des maires, c'est d'essayer de transformer ces pulsions contradictoires, et de plus en plus contradictoires, dans un pays qui est quand même très fracturé. Ce qu'a montré d'ailleurs les Gilets jaunes, c'est des fractures profondes. Notre rôle collectif, c'est d'essayer de transformer ça en synthèse opérationnelle qui permette d'avancer. Donc on a un rôle à jouer. Je ne suis pas sûr que le gouvernement ait encore complètement perçu l'entièreté du rôle qu'on doit jouer. On va passer à une question qui fâche un peu, celle Allez-y. du CICE. Vous êtes très gentil pour le moment, donc je ne suis presque déçu. En 2012, le gouvernement Jean-Marc Ayrault a donc proposé le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, qui visait à soutenir les entreprises françaises, à réduire le coût du travail des entreprises, etc. Et l'un des principaux artisans de projet, justement, Emmanuel Macron. Et en contrepartie, les entreprises devaient utiliser ces fonds pour investir, pour embaucher ou bien pour conquérir de nouveaux marchés. Cependant, on est forcé de constater que le CICE est plutôt un échec. Il n'a pas créé autant d'emplois qu'on le pensait. Il a créé un manque à gagner pour l'État de près de 20 milliards d'euros par an. On constate aussi que beaucoup d'entreprises n'ont pas joué le jeu. Alors, comment expliquer... Qu'est-ce qui constate ça? La France Insoumise, c'est sûr, mais vous? Mais on a par exemple, France Stratégie a constaté qu'il n'y avait eu que 100 000 emplois créés, ou la Banque de France, 380 000.
on est quand même loin des 1 million d'emplois promis par votre prédécesseur, Alors, Pierre c'est Gattaz. quoi l'affaire du CICE? Vous savez, quand on vous pique votre portefeuille et qu'on prend 100 euros et qu'après on vous en rend 20, c'est pas vraiment un cadeau, vous a quand même piqué 80 euros. Pourquoi je dis ça? Parce que les impôts en France ont augmenté de 100 milliards d'euros entre 2011 et 2014. Ménages et entreprises. C'est pour ça qu'on est très largement champion du monde des impôts. Il faut vraiment que vous ayez ça en tête, hein. On n'a jamais payé autant d'impôts en France et on n'a jamais payé autant d'impôts depuis 1945 dans un pays occidental, à part la Suède. Entre 1980 et 1990, vous n'étiez pas né. C'est le moment où Björn Borg part parce qu'il paye trop d'impôts. Donc on est en train de vivre une période très particulière de l'histoire de l'économie occidentale où on teste le consentement à l'impôt. Encore une fois, ménages et entreprises, hein, les impôts ils augmentent pareil. Le CICE il démarre en janvier 2014. Entre janvier 2014 et le 31 décembre 2017, il s'est créé en France, net, emploi privé, hein, donc pas les emplois bruts, c'est emplois créés moins emplois détruits, 770 000 emplois. Alors évidemment, je ne sais pas vous dire quelle est la part du CICE, quelle est la part de la conjoncture, quelle est la part de nouvelles entreprises, parce que tout ça, c'est fongible. D'ailleurs, on voit effectivement sur cette, vous voyez bien d'ailleurs sur cette courbe, le début de l'inflexion du chômage. Et ça ne montre pas tous les emplois créés. Pourquoi? Parce que la démographie française fait qu'il y a une croissance de la population active qui fait que ce n'est pas parce qu'on crée des emplois en net qu'on fait baisser le chômage. Il faut grosso modo 200 000 emplois nets par an. Bon. Mon prédécesseur avait promis 1 million d'emplois. Vous savez tout ça, il a fait un magnifique pins. Mais si vous prenez, c'était en 5 ans, et on ne va pas en être très loin. On ne va pas en être très loin. Je ne connais pas la fin de 2019, hein, puisque ça, on pourra compter le score, si j'ose dire. Mais on était à 770 000 à fin 2017. On a créé, je crois, 120 000 emplois l'année dernière, donc ça fait 890. On ne va pas en être très loin. Admettons, nous n'avons pas les mêmes chiffres, mais là on parle d'emploi, on ne parle pas de compétitivité. Quel est l'impact en fait du CICE sur la compétitivité des entreprises aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu un impact déjà? Oui, les marges ont augmenté. Vous savez, je vais vous citer Helmut Schmidt. Helmut Schmidt, qui était un grand social-démocrate, il disait « Les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain ». Donc une entreprise, elle doit commencer par faire des marges. Quand elle fait des marges, elle investit. Et quand elle investit, elle fait de l'emploi. C'est dans ce sens-là que ça marche. Et donc effectivement, le taux de marge des entreprises et la trésorerie s'est améliorée, puis on a investi, puis on a recruté. Après, est-ce que c'est les 770 000 emplois que j'ai cités, c'est évidemment pas que le CICE. Parce que s'il y avait une récession mondiale, on n'aurait pas créé 770 000 emplois. Donc il ne faut pas croire, si vous voulez, que l'économie, c'est mécanique. J'appuie sur un bouton rouge, je crée des emplois, j'appuie sur un bouton vert, j'en détruis. Ça ne marche pas comme ça. Bien sûr, là on parle d'un écosystème, mais est-ce que finalement les emplois qui ont été créés ont été est-ce que la cible a été la bonne finalement? Parce que le CICE, c'est un crédit d'impôt sur les bas salaires. Donc ça touche les secteurs où il y a des bas salaires, donc la grande distribution, etc. Or, les entreprises technologiques aujourd'hui, qui emploient peu de personnes avec des bas salaires, n'ont pas bénéficié de ce CICE. Et on retrouve aujourd'hui des entreprises qui sont justement qui ont des problèmes structurels, qui ont des exportations en chute et qui perdent des parts de marché dans de nombreux secteurs et qui n'ont pas pu bénéficier justement de ce CICE. Donc, alors ça, est-ce qu'il n'y a pas une erreur là-dessus? C'est un débat intéressant. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut privilégier la baisse de charges sur les bas salaires ou sur les hauts salaires ou sur les deux? Bon, idéalement sur les deux s'il y en avait l'argent. Le problème, c'est que la France est endettée jusqu'au cou, que donc on a des contraintes budgétaires fortes. Et alors le débat, il prend un deuxième. Donc quand on doit choisir entre bas salaire et haut salaire, le débat, il est assez, difficile à trancher. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui disent, sur les hauts salaires, sur les cadres, il n'y a pas de chômage, ou il y a un chômage très faible. Donc si vous baissez les charges, ça va se traduire en augmentation de salaire, ça n'améliore pas la compétitivité de l'entreprise, ça n'améliore pas l'emploi. Alors que sur les bas salaires, il y a un chômage qui est très élevé. Donc grosso modo, le chômage essentiellement sur les bas salaires. Et donc là, si vous baissez le coût de l'emploi, vous allez recruter facilement des gens, parce que vous aurez une compétitivité plus forte. Et donc la réponse, elle est pas simple, parce que à court terme, c'est sûr que ça fait augmenter plus l'emploi de baisser les charges sur les bas salaires.
Mais à moyen terme, on ne veut pas d'une économie qui soit, j'allais dire, spécialisée sur les bas salaires, parce qu'on a besoin de l'industrie, parce qu'on a besoin de la tech pour être compétitif. Et donc, la réponse facile, c'est qu'il faudrait faire les deux et dépenser moins d'argent dans l'État. Et justement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une démarche très politicienne derrière cela quand on entend François Hollande qui disait qu'il voulait inverser la courbe du chômage, aujourd'hui Emmanuel Macron qui justement transforme le CICE en baisse de charges, donc ça fait de l'emploi rapide, de l'emploi de personnes qui sont peu diplômées, alors qu'aujourd'hui les entreprises auraient besoin justement de monter en compétences, de monter en gamme et d'employer des personnes plus facilement Elles ont besoin avec plus des de compétences. deux. Il ne faut pas forcément opposer l'un à l'autre. Elles ont besoin des deux, parce que les gens qui sont au chômage, ce n'est pas des gens diplômés. Oui, Donc, ce n'est pas le coût d'un essai qui démarre qu'il faut faire baisser à court terme. Donc, vous avez raison, stratégiquement, on a besoin d'employer des gens qui sont qualifiés pour monter en gamme. Les deux sont importants. Juste une petite remarque, là, c'est un peu technique, mais la transformation du crédit d'impôt en baisse de charge, ça ne change rien. Hein. Pour l'entreprise, c'est pareil. C'est strictement la même chose. Il touche juste à un endroit différent du compte d'exploitation. Donc, ce n'est pas une amélioration ou une diminution, c'est ISO. Oui, c'est ce que je dis, c'est que Emmanuel Macron continue la politique de La François même Hollande. politique. Ouais. Et en j'allais dire, défendant le contraire, mais finalement, c'est la même Emmanuel chose. Macron, s'il dépensait moins d'argent, si l'État dépensait moins d'argent, parce que c'est ça le fond du sujet, on dépense 57% de la richesse, enfin un peu moins maintenant, 56% dans la dépense publique. Là aussi, on est. D'ailleurs, les deux sont liés. Hein. Pourquoi on a autant d'impôts? Parce qu'on a une dépense publique qui est trop élevée. Et donc, si on dépensait moins, on pourrait baisser plus les charges, à la fois sur les hauts salaires et sur les bas salaires. On y reviendra quand on parlera des gilets Je jaunes. suis sûr. On va aborder maintenant la loi Pacte, qui est l'un des grands chantiers justement du quinquennat Ils Macron. ont bien préparé leur truc. Hein. Dont l'objectif était justement destiné à libérer les entreprises et de les rendre plus innovantes et plus justes. Il s'agit d'une loi tentaculaire avec près de 74 articles qui a été approuvée récemment. Parmi les principaux objectifs, on retrouve donc la volonté de renforcer le rôle social et environnemental des entreprises. Est-ce que vous pouvez définir aujourd'hui ce qu'est le rôle social d'une entreprise et comment il va s'adapter à la taille de l'entreprise ? Je vais d'abord vous dire que ce n'est pas la loi Pacte qui va changer quoi que ce soit. Il y a 200 articles, il n'y a quasiment rien dedans. Hein. J'exagère un tout petit peu, mais il y a des choses intéressantes sur l'intéressement. Mais ce n'est pas ça. Le rôle social d'entreprise, c'est beaucoup plus large qu'une loi, n'importe quelle loi hein, d'ailleurs. Le sujet, c'est quoi? C'est une entreprise, est-ce que c'est juste finalement une association d'actionnaires qui est là pour délivrer un profit à ses actionnaires? Et puis ça s'arrête là. Ça, c'est la vision très anglo-saxonne. Celui qui a théorisé ça, hein, je pense que vous l'étudiez encore dans cette école, c'est Milton Friedman. Donc c'est Return to Shareholder. Donc vous avez des gens qui investissent $100, ils veulent récupérer, ils prennent un risque puisque les $100 peuvent disparaître. Pour ça que ça s'appelle en France capital risque. Et puis ils veulent récupérer 105, 106, 107, 108, $110 au bout de quelques années. Et puis il y a une autre vision de l'entreprise qui est une vision plus européenne, en tout cas Europe centrale, Allemagne, France, qui est de dire non, une entreprise, prendre une comparaison simple, c'est comme un tabouret, hein, il y a 3 pieds et les 3 pieds doivent être de la même taille pour que ça tienne. Il y a un pied qui est l'actionnaire, qui doit avoir un rendement. Il y a un pied qui est le salarié, qui amène l'actionnaire amène son argent, le salarié amène son travail, et puis après il y a le 3e pied qui est presque le plus important, qui est le client. Et lui, il amène son argent pour acheter. Si vous avez un des pieds qui est maltraité dans une entreprise, à la longue, il se casse la gueule. Donc les entreprises qui sont trop tournées, ce qui a été peut-être un peu le défaut des années fin du XXe siècle et première partie du XXIe, trop tournées vers le retour aux actionnaires, ont parfois, et c'est arrivé dans certains cas, des fonds de LBO ou autres, le risque de se casser la gueule. Des entreprises qui, au contraire, privilégient trop les salariés, et ça peut arriver aussi, dans les entreprises nationalisées, par exemple, dans les années 70, elles oublient le profit, elles se cassent la gueule. Et puis les entreprises qui oublient le client, elles, c'est même pas la peine, parce que ça dure pas très longtemps. Donc le rôle social de l'entreprise, il existe toujours. Après, il se produit un phénomène plus important, depuis quelques années, c'est vrai dans tous les pays occidentaux, il y a une attente des citoyens grandissante vis-à-vis des entreprises. En fait, ce qui se passe, vous avez parlé, je ne sais plus si c'est Manon au début, on parlait des attentes, de l'image de l'entreprise, etc. On dit que l'image de l'entreprise n'est pas bonne. C'est pas vrai. L'image de l'entreprise, elle est plutôt bonne en France. Alors après, il y a toutes sortes de... Je sais pas, qu'est-ce qui se passe derrière?
C'est des tweets. L'image de l'entreprise, elle est plutôt bonne, mais par contre, ce qui change, c'est les attentes. Les Français, ils ont compris un truc, enfin les Français d'ailleurs, les citoyens du monde, en tout cas du monde occidental, ils ont compris un truc, c'est que ce sont les entreprises qui changent le monde, ce n'est plus l'État. Ils ont compris finalement une forme d'impuissance de l'État. Quand vous regardez, je prends par exemple la conquête spatiale. Au XXe siècle, c'était Kennedy, c'était la NASA qui allait envoyer des hommes sur la Lune. Au XXIe siècle, ça sera probablement Elon Musk. Et je vous assure qu'on aurait dit ça à quelqu'un dans les années 70, il nous aurait pris pour un dingue. Donc le rôle central de l'entrepreneur dans la mutation du monde, bien plus large que juste créer des entreprises, c'est quelque chose qui a été compris par les Français, par les citoyens, mais du coup, les attentes vis-à-vis de l'entreprise sont beaucoup plus fortes. Et en fond, on attend maintenant de l'entreprise non seulement qu'elle fasse du profit, non seulement qu'elle s'occupe de ses salariés, non seulement qu'elle s'occupe de ses clients, mais qu'elle s'occupe d'environnement, qu'elle s'occupe d'éducation, qu'elle s'occupe d'illettrisme, qu'elle s'occupe d'égalité homme-femme, qu'elle s'occupe des déchets, de la pollution, du changement climatique, etc., etc., etc. Et au fond, ce débat qui a eu lieu, parce que c'est le débat de la raison d'être, qui est inscrit dans la loi, je pense que c'est à ça que vous faisiez allusion, c'est de dire la raison d'être, est-ce qu'une entreprise doit avoir une raison d'être ? Oui, elle doit avoir une raison d'être par construction, mais aussi par obligation. Donc en fait, on n'a plus le choix. On n'a vraiment plus le choix. Et justement, la loi Pacte, elle a été co-construite avec des chefs d'entreprise, donc sur des binômes parlementaires chefs d'entreprise. Est-ce que vous, en tant que président du MEDEF, vous n'auriez pas eu un rôle à jouer ? Non, mais on a joué un rôle. J'ai été un peu négatif sur le Pacte tout à l'heure. Il y a plein de petites mesures qui sont des mesures de facilitation pour les entreprises. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas la loi Pacte qui peut changer le rôle de l'entreprise. Il n'y a que les entrepreneurs, il n'y a que les patrons qui peuvent le faire. Et vous pensez pas que avec leurs actionnaires, avec leurs clients, avec leurs salariés. Ce n'est pas un ministre, quel qu'il soit et quelles que soient ses qualités, qui peut décréter comme ça du jour au lendemain les entreprises doivent s'occuper de leur impact environnemental. La réalité, c'est qu'elles le font déjà, pas assez, mais elles le font déjà. Et plus elles sont grandes d'ailleurs, plus elles le font. Et que ça ne se décrète pas depuis Bercy ou depuis n'importe quel ministère, ou depuis l'Élysée d'ailleurs, c'est pareil. Mais ne pensez-vous pas que c'est justement une façon de l'ancrer dans le marbre et que ce soit un outil justement pour propulser notamment les petites entreprises vers ces horizons ? Alors on sait que les grandes entreprises aujourd'hui ont déjà pris le tournant de la RSE et on sait que la santé d'une grande entreprise aussi dépend de sa politique RSE, ça on le sait, mais justement la loi Pacte pourrait engendrer des changements dans les petites et dans les... Je vais vous répondre différemment, je ne suis pas contre l'inscription dans la loi, je n'ai pas de problème avec ça. Je ne pense pas que c'est ça qui va faire changer la mentalité des entrepreneurs français. Du coup ce qui l'a fait changer, c'est finalement les consommateurs, c'est les clients, c'est les élus, c'est eux-mêmes, c'est les générations. Quand une entreprise passe du père au fils ou du père à la fille, brusquement, la prise en compte de la RSE se met en marche. C'est plus un phénomène presque culturel. De la même façon que vous ne raisonnez pas comme nous quand on est sorti de l'ESSEC, parce que vous avez d'autres priorités. C'est le stimuli de l'environnement qui fait ça. Il y a une initiative, je suppose que vous l'avez suivie, moi je les ai reçus vendredi, c'est les étudiants des grandes écoles qui ont fait une pétition, alors je ne sais pas comment elle s'appelle, mais qui dit en gros, nous n'irons pas travailler dans une entreprise qui ne se préoccupe pas du climat. Moi je les ai reçus vendredi, et je leur ai dit, mais continuez, parce que plus vous faites ce genre d'action, plus vous amenez les entrepreneurs à se poser des questions. Donc les futurs salariés, au fond, c'était ça, ou les futurs candidats, étaient parfaitement dans le rôle. Petite remarque d'ailleurs sur ce sujet, il n'y avait pas d'ESSEC dans la délégation. Alors, je ne sais pas s'il y a un représentant de l'ESSEC, je sais pas, comme le groupe de pétitionnaires, mais en tout cas, j'ai reçu, il y avait des tas d'écoles, mais il n'y avait pas d'ESSEC. Mais il y a eu un... certains ont signé la pétition dans l'école ou pas ? Nous n'avons pas l'information. Oui, il me semble qu'il y a quelqu'un... Il y a des signataires. Parce qu'ils m'ont quand même dit, c'était un brillant polytechnicien là, qui menait les délégations, ils m'ont quand même dit que dans les écoles de commerce, il y a eu moins de signatures que dans les écoles d'ingénieurs. On transmettra le mot. Monsieur Roux de Bézieux, on achève la première partie du débat. On va passer au traditionnel petit jeu des mardis. Donc le concept est simple. Vous allez avoir devant vous une citation. Et il faut que vous deviniez en fait qui de Emmanuel Macron ou Pierre Gattaz a dit cette phrase. Alors on peut lancer la première citation.
Qui serions-nous pour dire à quelqu'un qui souhaite travailler plus que c'est impossible? Macron. Macron. Bien joué. Bravo. Suivante. La situation économique de la France est catastrophique. Gattaz. Très bien. La vie d'un entrepreneur est plus dure que celle d'un salarié. Gattaz. C'est une mauvaise Ah non. réponse. Il faut s'attaquer. Ça pourrait être les deux. Il faut s'attaquer à ceux qui se mettent au chômage de façon opportuniste, et il y en a. Je redis Gattaz. Bien joué. Et enfin, la dernière citation. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Ça, Je c'est suis à la facile, tête- Macron. Et non, Ah non, c'était Fillon. un piège. Ah oui. Mais d'accord, mais je croyais que c'était choix multiples, d'accord. C'était le Ça petit ne piège. peut pas être aussi simple que ça. On va passer à la seconde partie de ce petit jeu. On va vous proposer 2 images. Il n'y a aucun commentaire. Et on va vous demander de choisir en fait l'une de ces 2 images à votre libre interprétation. Bon, c'est Patrick Pouyanné d'un côté et Xavier Niel de l'autre. Moi, j'aime bien Pouyanné, qui est un patron du CAC très original, mais bon, comme ça a été mon secteur pendant un petit moment, je préfère Monsieur Niel. En fait, la question sous-jacente, on a 2 patrons avec des parcours totalement différents. Monsieur Pouyanné, qui est issu de Polytechnique, du corps des mines, qui est donc pas le stéréotype, mais qui correspond à un stéréotype de grand patron en France, et Monsieur Niel, qui correspond justement à l'auto-entrepreneuriat, à la réussite. Pas tout à fait auto-entrepreneur, hein, Xavier Niel. Oh, il a quand même un Plusieurs milliards parcours plus d'euros. atypique que Monsieur Pouyanné. Autodidacte, mais pas auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, c'est un statut Oui, très c'est particulier. Non, mais il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Les patrons, ils sont multiples. Il faut des grands patrons pour les grandes entreprises, salariés, qui ont aussi une forme de prise de risque et qui sont absolument essentiels pour l'économie. Et il faut le plus possible d'entrepreneurs self-made man, autodidactes, preneurs de risques, flibustiers comme Xavier. Donc les 2 sont importants pour l'économie. Et demain, vous pensez que quel grand patron correspondra le plus À quoi? Aujourd'hui, il y a plus de grands patrons qui ressemblent à M. Pouyanné. Je pense à M. Pépi ou à beaucoup d'autres patrons. Est-ce que demain, le profil des grands patrons changera d'après vous ou non? Je ne sais pas ce que vous appelez les grands patrons. Je suppose que c'est les patrons de grandes entreprises. La spécificité française, je vais vous répondre différemment, c'est que le renouvellement des entreprises est beaucoup moins fort qu'ailleurs, et notamment aux États-Unis, parce qu'il y a moins de tech. Et que donc les grandes entreprises, c'est avant tout des entreprises traditionnelles dans des secteurs traditionnels. Donc vous avez plutôt des patrons managers. Mais encore une fois, on a besoin des 2. Je sais qu'ils sont très critiqués, mais les grandes entreprises, elles ont un rôle essentiel en France parce qu'elles contribuent à créer de la richesse, des emplois, et elles sont essentielles pour certains territoires. Très bien, merci. Alors le prochain choix, si on peut passer à la prochaine slide, ce sera donc Martinez, donc président de la CGT, ou les Gilets jaunes, en sachant que d'un côté on a donc un corps Oui, intermédiaire, je vois bien. et de l'autre la démocratie directe. Pas très emballé par ce choix cornélien que vous me proposez, n'est-ce pas? Je vais vous dire, en fait, je vais vous répondre différemment. C'est parce que Martinez, parce que la CGT, pour être honnête, est devenue une espèce de bastion conservateur ancré dans le XXe siècle. Il faut savoir que sur les 700-800 000 adhérents revendiqués par la CGT, une part importante, très significative, qui sont des retraités ou des salariés de la fonction publique, mais pas des salariés du privé. Et c'est parce que une partie des syndicats n'ont pas fait leur travail qu'il y a eu finalement ce court-circuitage des syndicats par les Gilets jaunes. On a besoin de corps intermédiaires, on a besoin de gens qui représentent les salariés. Moi, je vais peut-être vous dire quelque chose qui va vous choquer, mais l'entreprise, comme tout lieu humain, comme toute organisation humaine, comme les SEC, comme association, c'est un lieu où il y a évidemment des choses formidables, mais il y a des conflits de temps en temps. Il y a des oppositions, il y a des intérêts qui peuvent être contradictoires. Et il faut des systèmes de médiation. Et de la même façon que dans une grande entreprise, il faut des syndicats représentatifs pour pouvoir discuter. Parce que s'il y avait l'équivalent des gilets jaunes dans une entreprise, ça ne serait pas gérable. Et d'ailleurs, on dit souvent que le dialogue social ne marche pas en France, mais ce n'est pas vrai en entreprise.
C'est vrai au niveau national, c'est compliqué, on n'a pas la tradition allemande, mais ce n'est pas vrai en entreprise. Et les entreprises où il y a un bon dialogue social avec des syndicats représentatifs sont généralement des entreprises qui fonctionnent bien, qui ont une performance économique qui est meilleure. Donc voilà, je ne choisis pas. Question suivante. Je vais quand même plutôt prendre la photo de gauche pour moi, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, parce que le quinquennat qu'il a effectué a certainement eu des tas de défauts, mais il faut se souvenir quand même qu'en 2008, la semaine dite de Lehman Brothers, si vous avez lu en détail ce qui s'est passé, si Nicolas Sarkozy n'avait pas eu l'énergie nécessaire, on est passé pas très loin d'une crise systémique. Il y a eu une crise, mais d'une crise systémique beaucoup plus violente. Côté François Hollande a eu un défaut majeur, c'est qu'il a été élu sur un programme auquel il ne croyait pas, et que le programme auquel il croyait, il l'a mis en place beaucoup trop tard, en fin de quinquennat, enfin à partir de 2014, et contre sa majorité. Historiquement, François Hollande, c'est un social-démocrate plutôt pro-économie et pro-business. Et justement, le poids du MEDEF le MEDEF était plus influent sous un quinquennat de droite ou un quinquennat de gauche, où justement François Hollande, par exemple, s'est appuyé sur le MEDEF pour occuper une place politique centre-droit? Probablement plus influent sous Hollande, mais au fond, c'est pas ça qui compte. Pas tellement l'influence. Moi, je ne mesure pas le succès de mon quinquennat à moi au nombre de rendez-vous que j'aurai à l'Élysée. Moi, je mesure le succès si la politique est une politique pro-entreprise qui crée de la richesse à partager dans le pays. Donc, au fond, ce qui compte, c'est plutôt l'influence que le fait d'être reçu, écouté, etc., choyé. Très bien, merci. Donc, on a fini avec le petit jeu. On va passer à la seconde partie de ce débat. Seconde partie qui va donc porter sur le rôle social du MEDEF. On l'a rapidement évoqué, les Français entretiennent une relation assez ambivalente avec l'entreprise. Une grande majorité d'entre eux voient l'entreprise comme un lieu d'innovation et affirment aimer l'entreprise. Et paradoxalement, les Français ont une mauvaise image du patronat et plus particulièrement du grand patronat, qui est parfois perçu comme proposant un capitalisme hors sol qui n'a plus rien à voir avec le capitalisme traditionnel. Beaucoup ont l'image aujourd'hui, et pas forcément à tort, des grandes entreprises gérées depuis leurs tours anonymes de la défense, entreprises qui, sur le sol national, ont une activité résiduelle, fragmentée, qui ne porte pas l'activité économique d'une région entière. Donc, Monsieur Roux de Bézieux, le MEDEF a vraisemblablement une part de responsabilité à la situation actuelle. Quelles sont, à votre avis, les erreurs du MEDEF qui ont mené à cette situation? Ouais, je ne sais pas si le MEDEF a une part de responsabilité. Sur l'image des entreprises, d'abord, dans l'ensemble des pays occidentaux, il y a un sentiment ambivalent, vous l'avez dit, sur l'entreprise. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les citoyens se rendent compte que c'est le lieu d'innovation, c'est le lieu qui peut faire changer les choses, c'est le lieu qui leur amène, enfin c'est l'organisation au sens générique du terme qui leur amène des innovations de tous les jours. Et en même temps, ils en ont une image négative parce qu'ils ont une image souvent à travers certaines dérives, certains excès. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, quand on regarde, voilà, Casse-toi riche-con, ça c'est un très bon. Mais vous la laissez 2 minutes parce que je pense que c'est un très très bon exemple. Bernard Arnault, il a créé des milliers et des milliers et des milliers d'emplois en France. Et l'essentiel de ces emplois est resté en France. C'est un exportateur, enfin le groupe qu'il dirige est un exportateur. Alors il s'est enrichi formidablement. Est-ce que c'est moral, est-ce que c'est pas moral? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'argent, il l'a mérité en travaillant. Et effectivement, on a, nous, une culture du ressentiment, au sens presque nietzschéen du terme. L'important, c'est pas que Bernard Arnault réussisse ou soit trop riche. L'important, c'est qu'il y ait plein de Bernard Arnault, que lui-même investisse en France, qu'il y ait plein de gens qui gagnent de l'argent, qui puissent investir.
Et c'est vrai qu'on a, parce qu'on a marqué peut-être égalité sur nos frontons, enfin sur le fronton de nos mairies, pardon, un rapport très ambigu avec les réussites. Ça date de loin. Je ne pense pas que ça soit la responsabilité du MEDEF. Alors, peut-être que le MEDEF n'a pas bien fait son travail sous mes prédécesseurs, je suis un peu de le dire, mais en tout cas, c'est très profond dans la psyché française. Pour aller un peu plus loin, nous, sur les gilets jaunes, on a essayé de comprendre, parce que le sentiment d'injustice fiscale, il est indiscutable. Les gens, les Français, quand vous leur demandez est-ce que vous pensez que le pays est équitable, etc., c'est le pays de CDE où le sentiment d'injustice, je ne sais plus quel chiffre, mais c'est 78% pensent que le pays est injuste. Et pourtant, c'est le pays, je l'ai dit, qui prélève le plus d'impôts, c'est le pays qui le redistribue plus. Et quand vous regardez ce qui s'appelle le coefficient de Gini, c'est-à-dire l'écart entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, c'est en France, après redistribution, après prestation sociale, qu'il est le plus faible. Il est juste en dessous de 6, c'est-à-dire qu'en moyenne, les 10% des Français les plus pauvres gagnent 6 fois moins que les 10% des Français les plus riches. Aux États-Unis, c'est 20. Et pourtant, c'est quand même un paradoxe, les Français ont un sentiment d'injustice beaucoup plus élevé que les Américains, alors que les faits démontrent le contraire. Et quand on creuse un peu, en réalité, il y a une explication. Alors, ce n'est pas la seule explication, mais il y a une explication qui est que les Français disent, c'est le même pourcentage, 75, 76%, tout est joué d'avance. Et là, par contre, les faits, donc c'est ce sentiment d'injustice de dire, quels que soient les efforts que je fasse, quels que soient les efforts que font mes enfants, quelle que soit l'éducation que je leur donne, si je suis dans une classe sociale, je ne pourrais pas bouger. Et là, par contre, contrairement au sentiment d'injustice sur les revenus, la réalité leur donne raison. Il y a une étude qui n'a pas été beaucoup publicisée, médiatisée plutôt, qui est sortie, une étude de l'OCDE, qui dit que la France est, avec la Hongrie, le pays de l'Occident où la mobilité sociale est la plus faible. Vous mettez 6 générations, enfin nous mettons, la France met 6 générations pour aller de la classe de revenus de 10% les plus bas à la classe médiane. Et à mon avis, le problème, il est là. Permet de le dire. Bon, moi, je suis évidemment né dans un milieu plutôt favorisé. J'ai fait des études à l'ESSEC, donc j'ai plutôt démarré avec un capital dans la vie. Mais je pense qu'une illustration de ça, c'est le pourcentage d'élèves de grandes écoles, toutes ingénieurs et commerces, issus de milieux ouvriers employés, qui est passé grosso modo dans les années 80, comme moi j'ai passé mes concours, de 30% à moins de 5%. Donc on a un problème majeur d'ascenseur social dans ce pays. Et je pense qu'une des raisons du ressentiment envers la réussite, c'est cette idée que je ne pourrais pas y arriver. Les Américains, qui ont une culture différente, acceptent la réussite parce qu'ils ont toujours l'espoir que ça pourrait être leur tour ou le tour de leurs enfants. Et je pense que ce n'est pas le cas des Français. C'est pour ça qu'on a proposé, dans nos réponses au grand débat, une mesure qui a un peu, d'abord qui a été pas mal reprise, mais surtout qui a un peu surpris de la part du MEDEF. On a appelé ça le capital départ. C'est l'idée de donner, probablement à l'occasion du service universel, la possibilité aux jeunes Français, aux jeunes Françaises bien sûr, et sous conditions de ressources du foyer des parents, un capital de départ pour un projet d'études, un projet entrepreneurial ou un projet immobilier, sous forme d'un prêt contingent, donc sans garantie, à taux zéro, qu'il ou elle remboursera à partir du moment où il atteint un certain niveau de revenu. C'est une vieille idée libérale, ça date de Thomas Paine dans la Révolution, ça s'appelle le capital universel, ça s'oppose complètement au revenu universel. Le revenu universel, c'est je vous donne un revenu sans travail en face. Là, je corrige les inégalités de départ en vous donnant un capital pour entreprendre votre destin. Je ne sais pas si l'idée sera reprise. Mon petit doigt me dit que ce n'est pas complètement impossible. Et ça, c'est une réponse plus globale avec cette idée générale qu'il ne faut pas que les riches deviennent riches parce qu'ils prennent une part de ma réussite. Et ce ressentiment général qu'on a en France.
Justement, on va revenir sur ce que vous disiez sur vos prédécesseurs. Il semble que pendant le mandat de votre prédécesseur Pierre Gattaz, le MEDEF ait justement été enlisé avec cette image un petit peu de institution puissante au service des plus riches. Son mandat a été marqué par des victoires symboliques, mais aussi une image qui a été dégradée. On se souvient de certaines sorties qui sont certains qualifieraient de malheureuses, notamment une proposition sur le SMIC intermédiaire ou encore les militants CGT qualifiés de minorités qui se comportent un peu comme des voyous, comme des terroristes. Monsieur Roux de Bézieux, tout porte à croire que le MEDEF n'a pas encore su inventer ce qu'est le patronat du XXIe siècle, donc qui saura relever les défis numériques et écologiques. Justement, quelle image avez-vous de ce patronat du XXIe siècle? On a parlé de RSE, on a parlé des Français qui apprécient l'entreprise, donc ce sont des atouts pour le patronat. Et comment voyez-vous l'avenir dans les prochaines années? Écoutez, je vais vous dire ce que je vais essayer de faire. Après, est-ce que j'y arriverai? Je ne sais pas. Moi, ma conviction, je l'ai un peu dit, c'est que les Français attendent énormément de nous. Nous, au sens collectif, nous, entrepreneurs. Et peut-être de vous, quand vous serez dans quelques années aux commandes d'une manière ou d'une autre. Ils attendent beaucoup de nous. Pourquoi? Parce que ils ont ce sentiment que je vous ai partagé tout à l'heure, que c'est les entrepreneurs qui changent le monde, c'est plus l'État. Ils ont aussi besoin qu'on leur dise où est-ce que va le monde. Moi, j'ai écouté 2-3 débats de Gilets jaunes. Ce qui est très intéressant, c'est cette idée que on n'est pas contre le changement, on n'est pas contre la transformation. On se rend compte que le monde bouge, qu'il faut bouger, mais on ne nous dit pas où ça va. Et si à la fin, c'est pour perdre notre emploi, si c'est à la fin, c'est pour vivre moins bien, si c'est à la fin pour être obligé de quitter la ville dans laquelle on est, c'est évidemment très angoissant. Quand vous êtes dans une entreprise et que vous êtes amené à faire une transformation de l'entreprise, et c'est ce qui arrive de plus en plus, vous essayez de faire un récit. C'est-à-dire un récit, c'est, voilà, on va changer, ça va être difficile, on va changer vos habitudes. Vous étiez habitué à travailler comme ça, vous allez travailler avec moins de monde, moins de ressources. Vous étiez habitué à faire ci, à faire ça, on va vous changer. Mais on vous dit où ça va aller. On vous dit quel est le but final et une fois le chemin parcouru, à quoi on va aboutir. Or, c'est tout le problème du récit de la transformation de la France. On dit aux gens il faut faire des efforts, on dit aux gens votre métier va disparaître, on dit aux gens il faut se remettre en question, il faut travailler plus longtemps, sujet de la retraite. Mais on ne leur dit pas pourquoi faire. On ne leur dit pas. Alors c'est plus compliqué évidemment à l'échelle d'un pays que à l'échelle de l'entreprise. Mais du coup, pour revenir sur le MEDEF, je pense que le rôle du MEDEF, c'est d'essayer d'éclairer l'avenir, de dire comment sera l'économie dans 5, dans 10 ans, quels sont les métiers qui vont réussir. C'est avec ça qu'on peut essayer d'emmener les Français et les entrepreneurs dans le changement qui est nécessaire. Et justement, est-ce que l'avenir du MEDEF ne réside pas justement dans sa faculté à peser dans les débats autres qu'économiques aussi? C'est ce qu'on a essayé de faire avec cette idée de capital départ, qui est une idée qui va un peu plus loin. Mais vous avez raison, on doit se préoccuper aussi de démocratie. Vous m'avez interrogé sur corps intermédiaire versus démocratie directe. On a créé, une des premières choses que j'ai faites après avoir supprimé l'université d'été à HEC, la deuxième chose que j'ai faite, ça a été de créer un COMEX moins de 40. C'est-à-dire, on a un comité exécutif qui est évidemment composé des branches, etc. Donc très, forcément très organisé, très hiérarchique. Et donc, on a essayé de se faire un peu bousculer en prenant des jeunes patrons, et plutôt d'ailleurs des femmes, puisqu'il y a 25 femmes et 24 hommes, de moins de 40 ans, pour nous bousculer. Et je leur ai posé 2 questions. Je les ai stimulés sur 2 questions. La première, le recul de la démocratie dans le monde. Quand vous voyez le discours que tient le dirigeant chinois aux pays africains, il leur dit, vous savez, nous, on n'est pas une démocratie, et regardez, on marche mieux que les démocraties occidentales. Donc ne prenez pas le système des démocraties occidentales, prenez notre système. L'économie de marché est compatible avec l'absence de démocratie. C'est une vraie question, parce que je dirais que le mouvement entrepreneurial français, enfin même occidental, depuis toujours, il a toujours considéré que liberté politique et liberté économique allaient de pair. Je vais reciter Milton Friedman, Capitalisme et liberté, un bouquin qui a été écrit dans les années 60, que j'ai étudié à l'ESSEC, et qui dit en gros, les révolutions sont faites par les bourgeois parce qu'on leur donne la liberté économique,
Et derrière, ils veulent la liberté politique. La Chine est en train de démontrer que ce n'est pas le cas. On voit bien c'est une économie de marché, il y a une forme de liberté entrepreneuriale, on peut créer une entreprise en Chine, mais on ne peut pas vraiment voter pour qui on veut. Donc ça, c'est une première question dont on se préoccupe. Et la deuxième, qui est encore plus provocatrice, c'est l'émigration. On voit bien que partout dans le monde, et toutes les prévisions disent que, grosso modo, les migrations vont augmenter de manière très très forte. Pas simplement nord-sud, sud-nord, celle qu'on connaît, mais partout dans le monde. Quel discours, quelle doctrine, quel avis on a en tant qu'entrepreneur là-dessus ? Parce que c'est un sujet qui est évident. Très bonne caricature. C'est une question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on sait accueillir en tant qu'entreprise ? Est-ce qu'on sait former ? Est-ce qu'on sait utiliser ? Est-ce qu'on sait faire travailler ? Est-ce qu'on fait comme aux États-Unis, c'est-à-dire espèce d'émigration sélective en prenant que les gens diplômés ? C'est peut-être pas une bonne idée. Je cite un chiffre qui est intéressant. Quand vous prenez les 50 premières entreprises de la tech en Californie, il y en a un tiers qui ont été créés par des gens qui ne sont pas nés aux États-Unis. Yahoo, c'est le cas. Et il y en a plein d'autres, moins connus, qui sont le fruit de gens qui sont des immigrants. Alors, des immigrants qui ont été adoptés par le système américain, qui ont bénéficié du système de bourse, donc un modèle qui est très différent du nôtre. Je pense que ça doit nous interpeller. Donc oui, on doit se préoccuper de sujets... Au fond, on ne doit pas faire de politique, on doit se préoccuper de sujets qui sont connexes au monde de l'entreprise, parce que forcément, créer une entreprise, développer une entreprise dans une démocratie, c'est pas la même chose que développer une entreprise dans un monde différent et pas démocratique. Justement, est-ce que vous ne pensez pas que le système politique chinois fonctionne parce que justement, il y a d'autres pays qui ne fonctionnent pas comme ça? Si tous les pays fonctionnent politiquement comme la Chine, on risque quand même d'avoir des échanges qui vont être fortement ralentis. Je ne sais pas si ça ralentirait les échanges. La Chine, c'est un pays qui exporte. Alors, il y a des traditions culturelles en Chine qui sont certainement différentes. Mais ça pose une question. Hey, on voit bien dans le monde, il y a quand même un recul de la démocratie. La faiblesse des pays très démocratiques qui n'arrivent pas à décider, qui donc perdent du terrain sur le plan économique, elle est manifeste dans l'histoire du Brexit. Vous avez une démocratie parlementaire, la plus vieille démocratie parlementaire du monde, qui depuis 2 ans n'arrive pas à prendre une décision. Madame May ce soir a annoncé qu'elle mettrait sa démission en jeu pour le vote de son accord pour la 3e fois. Je ne sais pas si ça suffira, mais c'est quand vous êtes asiatique, quand vous êtes africain, vous vous dites non mais ce système parlementaire ça ne fonctionne pas. C'est le chaos. Et donc c'est une vraie question qu'on doit se poser. Après, quand on parle des pays Je ne suis pas en train de vous dire que je veux une dictature. Hein. Je suis en train de dire que c'est une question que la réussite de la Chine doit nous amener à nous poser sérieusement. Ça n'est plus le monde du XXe siècle où, vous savez, en 92, Clinton dit « Mais évidemment, la Chine doit rentrer dans l'OMC parce que plus elle fera de l'économie de marché, plus elle fera de croissance, plus elle fera de commerce, plus les droits de l'homme progresseront et tout le monde va aller sur un chemin pavé de fleurs, jonché de fleurs, pardon, vers une démocratie mondiale où tout le monde aura le même système de valeurs. » Ce n'est pas tout à fait ça qui s'est produit. Mais justement, quand on parle du rapport de force entre la Chine et les pays africains, on parle aussi surtout en fait du traçage entre guillemets des nouvelles routes de la soie. La Chine elle a les moyens de ses ambitions. C'est qu'aujourd'hui, quand elle parle à des pays africains, il y a des moyens financiers et politiques derrière qui sont incroyablement supérieurs à ces pays. Donc on peut penser que ces pays seront influencés forcément, mais aussi influencés parce qu'ils savent que s'ils ont les investissements chinois, ils auront une forme de développement. Donc, oui, mais bien sûr, la Chine achète l'Afrique. C'est exactement ce qui se passe. Mais ça doit nous interpeller fortement. Et quelle peut être la réponse de la France aujourd'hui face à ça? De la France, je ne sais pas. De l'Europe, c'est d'abord de réaffirmer. Il y a quand même un sujet de souveraineté européenne. L'Europe a été quand même pendant très longtemps ouverte à tout vent sans demander de réciprocité. Et donc il y a un moment où, mais d'ailleurs c'est ce qu'a fait avec un certain talent le président Macron et Angela Merkel et Jean-Claude Juncker hier, hein, c'est de dire nous on est pour le libre-échange, on est pour le commerce, mais en réciprocité. L'économie de marché, c'est pas la jungle. L'économie de marché, c'est des règles,
C'est une loyauté réciproque. Vous faites des affaires avec des gens qui ont les mêmes règles, le même code de valeur que vous. Et donc c'est, je pense, la bonne manière d'aborder l'épreuve. Après, le sujet, c'est quel est le système qui marche mieux ? Pour le moment, c'est plutôt le système asiatique. Mais la route est longue. Vous savez, moi, quand j'étais étudiant à l'ESSEC, il y avait un bouquin de, je me souviens plus de l'auteur, Erza Suleiman, voilà, qui s'appelait Japan as Number One. Et ce bouquin expliquait que, donc on est en 82-83, que le PIB du Japon allait dépasser celui des États-Unis à la fin des années 90, et que donc le Japon allait devenir le leader mondial. Et il y avait une association ESSEC Japon qui se créait, et le must, c'était d'être pris à l'échange au Japon. Bon, et en fait, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Donc l'histoire n'est pas écrite, heureusement pour nous d'ailleurs. On va faire un petit focus sur le mouvement des Gilets jaunes, justement, mais plutôt à travers le prisme de l'entreprise. Il est assez étonnant de voir que le mouvement n'est justement pas né dans une entreprise. D'ailleurs, les locaux du MEDEF ont été largement épargnés par les Gilets jaunes et par les violences qui ont été commises dernièrement. Suite au mouvement des Gilets jaunes, justement, vous avez organisé 133 débats par les 122 MEDEF territoriaux et vous en avez conclu que pour sortir de cette crise, il fallait d'une part baisser les impôts sur les entreprises et les ménages et d'autre part mettre en place une décentralisation de l'État. Avant de parler de ces mesures, pouvez-vous nous dire comment s'est passée l'organisation de ces débats justement et quelle légitimité a le MEDEF pour préconiser le MEDEF, il a une légitimité comme toute organisation. On a des citoyens qui ont un avis à donner. Et on a organisé des débats auxquels ont participé alors à la fois des entrepreneurs, mais aussi des salariés, des citoyens. Juste un mot là sur le fait que les entreprises ont été, comme vous dites, épargnées. En fait, ça se comprend assez bien. Hein. Le mouvement au départ, alors pas dans les dernières semaines, mais au départ, c'est un mouvement de salariés dans des villes moyennes, en général des salariés de PME. Dans une PME, le patron, c'est jamais qu'un salarié comme les autres qui a juste une plus grosse voiture. Donc, ils n'ont pas été demandés à leur patron une augmentation de salaire parce qu'ils voient bien que l'entreprise, elle donne ce qu'elle peut donner, et que le patron, il est raisonnable dans ce qui se paye et que tout ça, ça fonctionne avec des marges qui ne sont pas énormes. Et c'est pour ça qu'à aucun moment, malgré les appels de certains, les conflits en entreprise ont augmenté. Le taux de grève, etc., n'a absolument pas bougé. Bon, pour autant, on est évidemment concerné, parce que d'abord, on a été concerné, il y a eu quand même des destructions dans certains quartiers massives, les commerces ont souffert, les banques ont été détruites, donc il y a quand même des choses qui ont impacté l'économie. Puis globalement, on est forcément concerné par le mouvement. Pour répondre rapidement, sur les impôts, moi j'ai répondu, hein, on est à un niveau d'impôt qui est plus supportable. La France, hein, c'est un jockey maigre sur un cheval obèse. Le jockey maigre, c'est vous, c'est nous, hein, c'est-à-dire les gens qui agissent, qui prennent des risques. Et le jockey, pardon, c'est un cheval, mais j'ai dit, je me suis trompé, je recommence. Lapsus non révélateur, c'est un jockey obèse sur un cheval maigre, sinon ça ne marche pas. Et donc le jockey obèse, c'est l'État qui dépense trop, et le cheval maigre, c'est celui qui trime, celui qui tire la charrue, c'est l'entrepreneur, c'est les ménages, etc. Et encore une fois, je l'ai dit, aucun pays au monde occidental n'a tenu très longtemps avec le niveau d'impôt qu'on a aujourd'hui en France, encore une fois, ménage sur entreprise. Donc on nous dit il faut un choc fiscal, on ne peut pas sortir d'une révolte fiscale en augmentant les impôts. Sur la décentralisation, je vais être bref, mais on a complètement changé de doctrine. On était un mouvement traditionnellement centralisateur. On a fait faire une étude, et en fait il y a peu de recherches là-dessus. C'est est-ce qu'un pays décentralisé fonctionne mieux sur le plan économique qu'un pays centralisé ? Et très clairement, quand on fait une courbe de régression entre niveau de décentralisation et PIB, clairement, les pays décentralisés, surtout dans les dernières années, font plus de croissance que les pays centralisés. Et donc c'est pour ça qu'on a poussé à ce qu'il y ait un acte 3 de la décentralisation. Après, là, on parle surtout du modèle allemand, si j'ai bien compris. Non, pas seulement. Prenez le Canada. Mais tous les pays occidentaux, prenez par exemple le taux de décision qui est prise au niveau local par rapport au niveau national. Comme indice de décentralisation, plus un pays est décentralisé, plus il fait de croissance. D'accord, mais ça, c'est plutôt une solution à long terme pour résoudre la crise des Gilets jaunes. Ce n'est pas une solution court-termiste, parce que pour imaginer une décentralisation en France, il faudrait repenser aussi toute la politique locale,
pensez aussi aux disparités qu'il y a entre les différentes régions. Aujourd'hui, il y a des régions qui sont très développées en France, d'autres qui sont beaucoup plus faibles économiquement. Concrètement, à court terme, le MEDEF a proposé 43 propositions. 3 sont les plus grandes proposées. La première, c'est donc la baisse de la fiscalité. La seconde, c'est la délocalisation. La délocalisation. La décentralisation, excusez-moi. Oui. Lapsus. Ça fait un lapsus partout. Oui, et donc est-ce que finalement, proposer juste la baisse des impôts, c'est pas quelque chose de très innovant par rapport à ce que propose le MEDEF depuis des années? Oui, mais enfin, plus les impôts augmentent, plus ça devient urgent. Mais c'est dit, il y a 43 propositions, je ne vais pas vous les détailler. On a proposé des choses autour de la mobilité. Pour vous donner un chiffre simple, 70% des salariés français prennent leur voiture pour aller travailler. Et quand vous êtes en province, c'est 95%. Et pourtant, toute la politique qui a été menée depuis 30 ans, les entreprises payent 10 milliards d'euros par an pour financer les transports. Mais ça n'est que du transport en commun. Donc nous, on a dit, à un moment, il faut réorienter pour que les gens qui mettent 30, 40, 50 km tous les jours pour aller travailler, qui payent leur essence de plus en plus cher, puissent quand même avoir une forme d'aide par rapport à ceux à qui on rembourse la carte, enfin le pass Navigo maintenant ou le titre de transport. On a aussi proposé de pérenniser la prime exceptionnelle, alors que les journalistes ont appelé la prime Macron, que moi j'appelle la prime patron, parce que c'est quand même au final nous qui l'avons payée et pas le gouvernement. Pourquoi ? Parce que ça a plutôt bien marché et sous forme d'un intéressement plus simple, plus facile à mettre en place. Donc il y a un certain nombre de mesures concrètes de court terme, mais je pense qu'il faut aussi réfléchir à long terme et c'est le sujet de la décentralisation. Et justement, le fait de proposer une décentralisation, aujourd'hui, en fait, s'il y a autant d'impôts aussi en France, c'est qu'il y a une demande en service public qui augmente. C'est des études qui ont prouvé que les Français demandent encore plus de services publics. Est-ce que si on va vers une décentralisation, on va pas justement avoir des dépenses publiques qui vont augmenter parce qu'il va falloir assurer ne serait-ce que les services de déplacement périurbains, etc. Est-ce que finalement la proposition que vous proposez, c'est pas une sorte de chimère qui entraînerait l'augmentation des impôts parce qu'il faudrait encore plus de services publics ? On a un service public qui est pléthorique et inefficace. Plus on dépense, moins les performances sont bonnes. Qu'à voir les dépenses de l'éducation nationale, vous regardez les dépenses par habitant sur l'éducation nationale en France, la courbe en hausse, et vous regardez les performances dans le classement PISA, qui est la comparaison internationale des performances des élèves, et les deux sont malheureusement corrélés, mais négativement. Plus on dépense, moins on est bon. Pourquoi ? Parce que globalement, la fonction publique, qu'elle soit nationale ou territoriale, n'est pas managée. Je vais donner un chiffre très simple. Dans le privé, 17 jours d'absentéisme par an. Dans la fonction publique territoriale, 27. Alors pourquoi est-ce qu'on est plus malade, dans le public que dans le privé ? Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Donc on a un énorme problème de productivité. Vous avez un rapport qui est sorti dans le Figaro hier. 300 000 fonctionnaires travaillent moins de 35 heures. Alors, la blague de Coluche, les 35 heures de la fonction publique, on va y aller doucement. D'abord 31, ensuite 32, ensuite 33, ensuite 34, ensuite 35. Donc on a un énorme gisement d'économie et de productivité qui fait qu'on peut avoir de meilleurs services publics sans pour autant augmenter les impôts ni les dépenses publiques. Et via la voie de la privatisation, vous y pensez ? Est-ce que c'est ce que vous entendez via simplement du management, ce qu'on fait dans toutes nos entreprises. C'est pas d'ailleurs une critique des fonctionnaires, ce que je dis. Oui, alors ça, c'est la productivité dans le privé. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Mais, puisqu'il n'y a pas de productivité dans le public, il n'y a pas d'output, donc on ne peut pas la calculer. Non, pas simplement du management. Si vous laissez, vous savez, la nature humaine, elle est très simple. Si vous ne donnez pas aux gens des règles, ils vont optimiser. Donc, s'il n'y a pas de sanction sur l'absentéisme, s'il n'y a pas de sanction dans la carrière, si quelqu'un qui va bosser n'est pas plus récompensé que quelqu'un qui ne va pas bosser, malheureusement, la nature humaine, moi je ne suis pas rousseauiste, elle fait que les gens travaillent moins. Et il y a un problème d'équité. D'ailleurs, quand vous regardez les revendications des Gilets jaunes tout au début, qui étaient très peu des fonctionnaires, ça ne vous a pas échappé que le Gilet jaune original, c'était plutôt des salariés du privé. Il y avait beaucoup de revendications aussi sur l'équité entre public et privé. Équité sur la retraite, équité sur le temps de travail. Après, c'est un peu facile de faire le parallèle entre le privé et le public, sachant que dans le public aussi, on a des niveaux de rémunération qui sont inférieurs à ceux du privé. Donc, les comparaisons sont plus compliquées que... 35 heures, c'est 35 heures. C'est la loi. Mais pas pour la même rémunération. 35 heures, c'est 35 heures. Mais ils ne sont pas obligés d'entrer dans le public. Exactement. Et en plus, ça dépend des cas. Donc, je veux dire, il y a un moment où si la loi, c'est 35 heures, j'avais travaillé.
moins que 35 heures dans le privé, dans le public, pardon, il y a un problème. On est d'accord, mais bon, passons à Vous la n'êtes suite. pas obligé d'être d'accord avec moi, hein. On va aborder la troisième et dernière partie de ce débat, donc plutôt sur votre parcours et en commençant par votre parcours de à la fois multi-entrepreneur et à la fois de salarié dans une grande entreprise. Vous avez Celle-là, elle n'est pas récente, hein. Vous avez donc créé The Phone House et Virgin Mobile et travaillé ensuite en tant que directeur marketing de L'Oréal à Londres, puis en tant que directeur général en Pologne. Qu'est-ce que votre expérience vous apporte en tant que président du MEDEF? Et est-ce qu'elle vous apporte surtout une légitimité supplémentaire par rapport à vos prédécesseurs, par exemple? Et je ne sais pas si c'est une légitimité. Je suis le premier entrepreneur, au sens créateur d'entreprise, qui préside le MEDEF. Donc, certainement que ça a joué dans l'élection. Maintenant, un patron salarié est aussi légitime, je l'ai dit tout à l'heure, qu'un patron entrepreneur. Moi, j'ai eu la chance de... moi, j'ai fait 10 ans dans une grande entreprise parce qu'en sortant de l'ESSEC, j'ai fait le module création d'entreprise, mais je ne me sentais ni les épaules, ni la maturité, ni d'ailleurs l'idée de monter une boîte. Après, dans les années... alors ça va vous paraître très très lointain, c'est très très lointain d'ailleurs, mais dans les années 90 est née l'explosion du mobile. Moi, j'avais repéré un concept qui existait en Angleterre, que j'ai copié intelligemment, je ne sais pas si c'était très intelligent, mais enfin que j'ai habilement importé en France. Et j'ai eu la chance de démarrer où, à l'époque, il y avait, alors ça ne doit rien vous dire, mais il y avait Itinéris, c'est le film d'Astérix et Cléopâtre. Il y avait 2 opérateurs, il y avait le bebop, enfin voilà, on était dans un autre monde. Et donc c'était le début de la révolution technologique, donc j'ai monté cette première entreprise. J'ai fait grandir de 0 à quasiment 2500 salariés en l'espace de 4 ans. Je suis assez vite ouvert le capital, parce que moi je n'avais pas d'argent personnel et que le choix c'était de rester petit, mais probablement de me faire, concurrencer par des gens qui avaient plus d'argent à l'époque, Darty, Fnac, etc. Ou de faire grandir l'entreprise le plus vite possible et donc d'ouvrir le capital. Donc j'ai ouvert le capital, on s'est coté à Londres, c'est coté en juillet 2000, le marché s'est crashé quelques semaines après, donc j'ai vécu la cotation, puis le crash. Voilà, j'ai eu ça apprend aussi assez vite un certain nombre de choses. Puis après j'ai recommencé toujours avec des Anglais. Alors j'ai un rapport compliqué avec les Anglais parce qu'en tant que joueur de rugby, j'ai forcément un différent historique, mais en même temps c'est à chaque fois des actionnaires anglais qui ont financé mes aventures entrepreneuriales. Là cette fois avec Richard Branson. J'ai monté Virgin Mobile avant que Free arrive. Et donc, on était un peu le Free avant l'heure. Donc ça, c'était en 2003-2004. On a eu 2 millions de clients, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc une belle entreprise. Monsieur Niel est arrivé. Et en gros, il a dit, alors ça, vous devez vous en souvenir, 2012, ce qui vaut 20, enfin, ce qui vaut 50 vaut 10 et ce qui vaut 10 vaut 2. Donc ça, voilà, ça a été assez rock'n'roll comme période. Et puis effectivement, à un moment, j'ai choisi de sortir et j'ai revendu à SFR pour une somme qui a été annoncée par Manon tout à l'heure, mais je n'avais pas 100% du capital, malheureusement. Donc, puis il y en a une partie qui est partie au fisc, aux impôts. Voilà. Et depuis, j'ai fait beaucoup d'investissements dans la tech. J'ai monté un fonds qui s'appelle Isaïe avec Pierre Kuchku-Morizet qui investit dans Blablacar, dans une centaine de startups. Et puis j'ai racheté des entreprises de secteurs divers, un peu en fonction des opportunités. J'ai d'ailleurs pu voir que vous n'y croyez pas du tout à Blablacar. Ah oui, alors ça c'est l'histoire. Effectivement, quand on crée Isaïe, donc le premier investissement qu'on a à faire, c'est Blablacar. Mais ça s'appelle à l'époque covoiturage.fr. Et c'est un modèle très différent parce que c'est un modèle de publicité ciblé sur... donc c'est pas la monétisation de la plateforme qu'il y a aujourd'hui, c'est un modèle de monétisation de la pub. C'est-à-dire, en gros, on va demander aux gens les goûts qu'ils ont, puis quand ils seront dans la voiture, on leur enverra des pubs. Et donc, première réunion, effectivement, j'ai dit à mes co-actionnaires, les gars, vous avez fumé la moquette, ça marchera jamais. Bon, et comme c'est des gens têtus, ou en tout cas solides dans leurs convictions, ils sont revenus en deuxième semaine et finalement on a investi, on n'a pas fait un mauvais investissement.
Et alors justement, quand on a pu voir exercer son métier dans différents types d'entreprises, de différentes tailles, dans différents secteurs, vous êtes amené à mieux comprendre les différences et les particularités de chacune. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir ce prérequis pour diriger le MEDEF ? J'ai le droit à une question auquel je ne réponds pas parce qu'elle ne me botte pas ou pas? Pas de joker. Bon, pas de joker. Non, c'est vrai que ça me permet d'avoir une vue un peu 360 parce que j'ai fait de la tech, j'ai fait l'entreprise depuis zéro, je suis aussi vice-président du conseil de PSA, donc je connais les grands groupes. Donc c'est vrai que j'ai un spectre du monde entrepreneurial français qui est un peu à 360. Donc ça me permet au moins de mieux comprendre les gens que je représente et d'avoir une forme de légitimité pour parler au nom de PSA, mais aussi de Blablacar et aussi de la PME de Lavelanet que j'ai racheté et qui vend du matériel de carpe, que je ne pratique pas, pêche à la carpe, il y a 1 an. Donc effectivement, c'est pour moi un avantage. Très bien, monsieur. On arrive à la fin de ce débat. Donc, on a la dernière question de ce débat. Pardon, je vais y arriver. Du coup, si le public a des questions, n'hésitez pas à les préparer. Donc, monsieur, pour cette dernière question, vous avez parlé de votre parcours à l'ESSEC. Vous avez devant vous des étudiants de l'ESSEC issus de classes préparatoires, d'admission parallèle ou d'autres programmes. L'ESSEC nous propose un grand nombre de possibilités aujourd'hui dans de nombreux secteurs. Mais malgré ça, il y a parmi nous une question de quête de sens et beaucoup d'étudiants qui se dirigent finalement vers les mêmes secteurs, notamment le conseil et la finance de marché ou d'entreprise. Aujourd'hui, avec le recul que vous avez dirigé plusieurs entreprises, quel conseil vous donneriez à des étudiants qui veulent être impactants demain ? Est-ce que finalement choisir ces voies qui sont très généralistes sont de bonnes options ou que conseilleriez-vous ? Je ne sais pas si je peux donner un conseil, parce que ça dépend tellement de l'individu. Vous savez, moi, je regarde les parcours de ma promo de l'ESSEC, donc on est à peu près, ça fait 30 ans qu'on est sorti. Il y a le patron de Emirates, qui est de ma promo, il y a Denis Père qui a créé plusieurs boîtes, il y a une dizaine de gars qui ont plutôt percé. Est-ce que c'est les plus heureux? J'en sais rien. Est-ce que c'est ceux dont on imaginait qu'ils seraient les plus brillants quand on était à l'école? Pas forcément. Est-ce qu'ils doivent ça à leur talent ou à une partie de hasard? Probablement. La vie que vous allez vivre, elle va être quand même très difficile à prédire. L'économie va être bouleversée, les secteurs vont bouger. Alors c'est vrai que je comprends très bien que pour vous, le choix du premier boulot, c'est un truc hyper important. Vous avez l'impression de faire le choix de votre vie. En réalité, vous ne le faites pas. D'abord parce que vous allez travailler jusqu'à 80 ans. Ça, c'est la bonne nouvelle de la soirée. Pour payer ma retraite. Donc, je veux dire, vous allez faire des choix multiples et vous allez changer parce que vous allez être amené à changer de vie et parce que l'épanouissement personnel, la quête de sens, elle passe aussi par suivre son instinct. Moi, quand je suis entré chez L'Oréal, c'était vraiment par défaut. C'est-à-dire c'était un peu la machine à recruter des diplômés ESSEC de l'époque. Je ne sais pas ce que serait l'équivalent aujourd'hui, mais c'est genre Mac ou BCG ou je ne sais pas quoi. Donc c'était correctement payé. On partait à l'étranger au bout de 3-4 ans si on n'était pas trop neuneux. Et donc, voilà, c'était un peu un choix. Enfin, je n'étais pas passionné de crème et de shampoing depuis tout petit, quoi. Et après, c'est finalement quand j'étais patron de la filiale en Pologne, je me suis dit, mais au fond, d'être tout seul, parce qu'à l'époque, c'était pré-internet, pré-machin, pré tout ce que vous voulez. Donc j'étais un peu comme l'officier en poste avancé en Indochine, t'es pas trop emmerdé par le management. Et donc je me suis dit, au fond, moi ce que j'aime, c'est être tout seul, décider. Et j'ai commencé à sentir une vocation d'entrepreneur, mais j'avais 32 ans. Et puis après, le hasard, je rencontre un gars en Angleterre qui a ce business de téléphone portable. Bon, je commence à regarder le truc et je me lance. Donc c'est très difficile de donner un conseil de carrière, parce que je pense qu'il faut être capable, c'est Socrate, connais-toi toi-même, et qu'en plus la maturité est très différente. Il y a des gens qui ont une maturité personnelle sur eux, qui sont d'un bloc et qui savent à peu près ce qu'ils veulent assez tôt, puis d'autres qui évoluent. Zuckerberg, il crée Facebook, il a 19 ans à Harvard. Et Ray McDonald, je ne sais pas qui c'est, mais c'est le fondateur de McDonald's, il crée McDonald's à 52 ans.
qu'il a attendu 52 ans pour dire mais en fait je suis fait pour être entrepreneur. Merci beaucoup, monsieur Roux de Bézieux. On va donc passer aux questions du public. S'il y en a, vous pouvez lever la main, on vous passera un micro. Bonsoir, monsieur Roux de Bézieux. Bonsoir. Moi, j'ai une question par rapport au financement futur des entreprises, par rapport aux innovations de rupture qu'on va certainement rencontrer durant le 21e siècle, comme vous l'avez connu à la fin des années 80-90. La question que je me pose, c'est qu'aux États-Unis, on a un financement privé qui est très conséquent, avec un apport de capital qui est gigantesque comparé à ce qu'on pourrait avoir en France. Donc ma question, c'est par rapport aux startups ou aux entreprises qui font de la recherche dans ce domaine, qui souhaitent se développer et aller jusqu'au bout, on va dire, de l'aventure entrepreneuriale. Comment vous voyez un peu le rôle du MEDEF, l'évolution peut-être, ou l'encadrement, l'accompagnement de ces entreprises par rapport à ces innovations de rupture qui vont devoir être forcément étudiées à l'avenir? C'est une très bonne question. Hein. On a une scène entrepreneuriale qui est assez dynamique en France et en Europe. Je ne veux pas vous abreuver de chiffres, mais on investit quand même pas mal d'argent dans les startups. Mais vous avez raison, le rapport, l'échelle entre ce qu'on fait en Europe, en France et aux États-Unis n'a rien à voir. Alors, ça suffit pour créer des blablacars qui sont... c'est pas une innovation de rupture, c'est une innovation de modèle, de process, et c'est peu consommateur d'argent, peu consommateur de capital. Mais ça ne permet pas de créer des vrais modèles en rupture. Ça, même plus loin. L'Europe, aujourd'hui, n'est pas capable de financer... Enfin, il n'y a pas de capitaux privés pour financer la voiture électrique, enfin, du moins la batterie électrique. Pourquoi ? Parce que le retour sur investissement d'un projet comme ça, c'est 30 ou 40 ans. Et c'est là où le libéral que je suis va peut-être vous surprendre, mais je pense qu'il faut une politique industrielle au niveau de l'Europe, où là, on est obligé de mobiliser de l'argent public, de coaguler avec de l'argent privé pour des investissements dont la taille, l'espérance de gain, l'importance du risque dépasse le capital privé. Je fais une petite anecdote. Moi, j'en veux beaucoup aux Français qui, dans les années 50, a traduit venture capital par capital risque. Parce que ça dit quand même beaucoup de choses sur l'état d'esprit, qui est que d'un côté, capital aventure, enfin venture capital, on regarde le verre à moitié plein, on regarde l'espérance de gain. Oui, je peux risquer mon argent, mais si l'entreprise réussit, je vais gagner un multiple énorme. Capital risque, vous regardez le verre à moitié vide et vous vous dites, je prends d'abord un risque. Et oui, effectivement, 9 startups sur 10 se cassent la gueule. Donc quand on est investisseur en capital risque, en venture capital, on a plus de chances de perdre son argent que de gagner. Et je pense qu'effectivement, les technologies évoluent très vite, qu'on va rentrer dans une période d'innovation de rupture, pas forcément là où on les attend. Hein. Ce qui est toujours difficile, c'est que les prédictions en tech sont toujours démenties par les faits. C'est jamais l'innovation à laquelle on s'attend qui fonctionne, et souvent les utilisateurs l'utilisent pour une autre raison. Donc, mais on a besoin d'énormes capitaux, et c'est toute la force du modèle américain. Une question sérieuse. Hein. Est-ce qu'on a une deuxième question dans le public ? Je trouve très sérieux les ESSEC, là. Bonsoir monsieur, vous avez parlé de management dans la fonction publique. Donc, ce que je vous propose, c'est que pendant 2 minutes, vous cessez d'être président du MEDEF et vous devenez président de la 5e puissance mondiale. Donc vous voyez vos entrées d'argent, vos sorties d'argent. Et ma question, c'est la question qu'on pose à tous les politiques, c'est vous continuez à vous endetter, ou est-ce que vous coupez en fait de quelle branche est-ce que vous vous séparez ? C'est une bonne question parce qu'effectivement, j'accepte l'argument. C'est facile de dire baisser les dépenses publiques, mais je pense que vous avez posé la question à Darmanin quand il est venu il y a quelques jours. Il y a deux... Enfin, rien n'est facile, hein, parce que pour que ça marche, il faut qu'on obtienne l'adhésion de la population. On est en démocratie, on ne peut pas juste sabrer dans les dépenses. Et souvent, c'est des injonctions contradictoires. Hein, vous l'avez dit tout à l'heure, on veut plus de services publics, moins d'impôts.
Je pense qu'il y a 2 domaines où il faut vraiment qu'on fasse un effort, parce qu'en comparaison des autres pays comparables, je ne compare pas aux États-Unis, je ne compare pas à l'Inde, je ne compare pas à la Chine, je compare à nos démocraties voisines en Europe, c'est la retraite et la productivité et le temps de travail dans le service public. Le temps de travail dans le service public, j'en ai parlé. Si vous voulez, quand vous regardez, même au sein de la fonction publique, vous regardez l'absentéisme dans le sud de la France et l'absentéisme en Alsace, c'est les mêmes métiers. La différence, c'est qu'il y a la plage à côté, quoi. Et vous avez des écarts de 1 à 2. Donc il y a quand même un vrai problème. L'autre sujet qui est aussi très anxiogène pour les Français, c'est la retraite. On a un âge... Alors l'âge légal n'a pas... C'est pas le sujet qui compte, c'est l'âge effectif. C'est à quel âge on part en retraite. Bon. Je vous ai dit sous forme de boutade tout à l'heure que vous parteriez à 80 ans, mais ce n'est pas complètement une boutade. On a une formidable chance en Europe, en France, c'est que l'espérance de vie continue à augmenter. Donc l'espérance de vie à la retraite continue à augmenter. Je dis ça parce que ce n'est pas complètement évident. Aux États-Unis, l'espérance de vie stagne maintenant. Et elle stagne notamment avec la mortalité chez les jeunes, et notamment liée à la consommation de drogue et d'opiacés. Mais en Europe et en France, elle continue à augmenter. Tant qu'elle continue à augmenter, on est obligé de travailler plus longtemps. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde doit partir à la retraite au même âge. Il faut tenir compte de la difficulté du métier. Moi, je ne suis pas choqué qu'un militaire qui a été en opération extérieure, qu'un pompier, qu'un maçon parte plus tôt que quelqu'un qui a passé sa carrière derrière dans un poste administratif, non exposé au stress, etc. Donc, tenir compte du parcours, ce n'est pas absurde. Tenir compte de l'espérance de vie à la retraite, parce qu'au fond, c'est ça. C'est combien de temps vous aurez à la retraite. Mais ne pas poser cette question-là, je pense que c'est criminel. J'ai trouvé Mme Buzyn très courageuse. C'est pas un hasard d'ailleurs. Alors, donc, je ne sais pas si tout le monde l'a suivi. Mme Buzyn a posé la question un dimanche matin. C'était une semaine. Alors après, c'est parti. Tout le monde est tombé dessus. Mais en réalité, pourquoi est-ce qu'elle a posé la question? Elle est médecin, Mme Buzyn, de formation. Et donc, ce sujet d'espérance de vie, qui est la bonne manière de prendre le problème, l'équité, au fond, dans les retraites, ce qui n'est pas du tout le système actuel, c'est que on essaye de converger vers 2 choses. Le fait qu'un euro cotisé rapporte autant de retraite, quel que soit le statut, fonction publique ou privée. Et la deuxième chose, c'est que peu ou prou, chacun ait, en fonction de son parcours carrière, la même espérance de vie à la retraite. Si vous partez à 65 ans et que vous avez 25 ans d'espérance de vie en moyenne, évidemment c'est des moyennes statistiques, et que tout le monde a entre 20 et 25 ans, c'est plutôt un système équilibré. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Juste un chiffre. On dit que l'âge effectif est maintenant au-dessus, donc l'âge réel de départ à la retraite est au-dessus de 62 ans, mais il y a 40% des Français qui partent avant, dans des régimes. Alors il y a des régimes baroques, je sais pas quoi, danseurs de l'opéra. D'ailleurs, je crois qu'on les a eu il n'y a pas longtemps. Ils ont hâte de partir à la retraite à 40 ans. Mais je vois Thierry Rousseau devant moi, l'amiral Rousseau. Les militaires partent à la retraite très tôt et ont une deuxième carrière derrière. Quand on a été en opération extérieure, quand on a navigué, etc., c'est pas anormal. Mais quand on a été administratif dans la marine, est-ce que le même boulot fait dans le privé ne donne pas droit à ça? Je pense que c'est une question qu'il faut poser. Merci monsieur, on arrive à la fin de ce débat. Donc merci d'avoir accepté cette invitation et merci pour cet échange. Pour continuer les débats, nous vous invitons à participer au cocktail qui se tiendra en cafétéria. Merci à tous.